Alors, bonjour à tout le monde. J'ai bien fait mon travail, j'ai regardé les biographies de Agnès parce que je voulais la présenter sur Wikipédia. On va voir si elle est bonne. Élève au lycée Condorcet à Paris, elle obtient son baccalauréat en 2002. Elle suit les classes préparatoires littéraires jusqu'en 2004. Puis étudie à l'université Paris Panthéon-Sorbonne jusqu'en 2005. Elle obtient une licence en histoire. C'est ce qui est marqué dans ta bio. Elle suit des études à l'atelier de Sèvres de 2005 à 2006, puis des études donc de cinéma d'animation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de 2006 à 2011. Son premier film d'animation, je vous passe, hein, c'est un peu long, elle a fait beaucoup de choses. On va voir tout ça, Échoulienne, voilà, il y a eu plein de choses. Et le court-métrage donc, là, dont vous avez vu suit une horde d'enfants dansant sur les cendres de leur village qui a brûlé en appelant des ours sauvages. Voilà, c'est ta page Wikipédia, donc si tu veux la regarder de nouveau, c'est pas mal. Vous avez entendu au tout début, si vous avez la chance d'arriver au tout début, Férouz, grande chanteuse libanaise, on vous expliquera un petit peu pourquoi, dans son chant d'amour pour le Liban et aussi pour la Palestine, deux chansons, et on vous expliquera un petit peu pourquoi par rapport au projet. Je voulais commencer, on commence jamais par c'est horrible de commencer une rencontre avec une citation, donc j'ai dit tiens, je vais commencer par une citation. Tant qu'à faire, de Taniguchi Jiro, enfin c'est pas vraiment une citation, c'est dans son livre Sublime Quartier Libre, qui est donc l'histoire d'un adulte qui revient il est un peu saoul, on va dire, en tout cas il a une gueule de bois, et puis son train l'amène jusqu'à chez lui, il ne le sait pas, et puis il va sur la tombe de sa mère, et puis à un moment donné, il retrouve ses 14 ans, et il dit « Personne ne devient jamais vraiment adulte, l'enfant que nous avons été est toujours là, bien vivant tout au fond de nous. Avec le temps, nous croyons grandir, mais la maturité n'est qu'un leurre, une entrave à notre âme libre d'enfant. En revivant mes 14 ans, j'avais l'impression de découvrir ce qui m'avait échappé alors. » Est-ce que ça parle par rapport à l'heure de l'ours et par rapport justement à ce trajet d'enfant? Oui, c'est... Vas-y, tiens, ouais, c'est bon. Là, ça marche? Oui. Oui, c'est bien choisi cette petite citation. Bravo, Alexis. Oui, je pense que ça me parle au-delà de l'heure de l'ours, dans l'ensemble des choses qui me touchent dans la vie, je pense. Voilà. Réponse. Et pour la page Wikipédia, j'étais pas au courant de cette page Wikipédia. La traduction visiblement d'une page allemande. Ok. Je savais pas que j'avais des... On voulait commencer donc avec l'heure de l'ours, et c'est drôle parce que ce qu'on s'était dit, ce qu'on s'était dit, c'est bon, merci. J'en ai même 3 maintenant. Ça fait beaucoup, merci. Ça marche pas. On est les premiers, mais c'est bien comme ça au moins pour ceux d'après. C'est bien, et puis en plus, on fait un super boulot, donc merci. Quand je t'ai dit, je me suis dit, tiens, on va couper en deux, on va parler en fait de, je voulais faire un titre un petit peu décrire l'enfance, et puis une deuxième partie, on verra décrire politique, qui est quelque chose d'un peu nouveau, même de complètement nouveau par rapport à toi, en tout cas d'assez nouveau. Et je t'ai dit, on va parler de Échoulienne, d'une fugue dont tu vas nous montrer, qui est ton prochain court-métrage, ton prochain projet. Et quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, faut surtout pas oublier Échoulienne. Ça a été une espèce de cri de cœur quand j'ai parlé d'écrire l'enfance. En quoi Échoulienne, pour toi, est vraiment un film sur l'enfance aussi? Effectivement, il marche pas. Il marche décidément pas. C'est bien ce petit gag. Oui, effectivement, parce que Échoulienne, comment dire, je pense qu'avec Cerise, qui a co-réalisé le film, Cerise Lopez, on avait pour intention au début vraiment en fait, on sortait toutes les deux de nos films de diplôme qui étaient assez plombants dans la fabrication comme dans les sujets qui traitaient. Et on avait envie vraiment de faire et un film ensemble et un film. Alors, on le résume en disant qu'on voulait faire un film drôle. Bon, là-dessus, on s'est un peu vautré, mais par contre, on voulait le faire vraiment en s'amusant. Et alors, pareil, là-dessus, c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'à la fin, on a pas mal souffert, mais au début, au moment de l'écriture, on ne s'est rien interdit, et c'était une espèce de jeu d'enfant, justement, une espèce de jeu de massacre où on ne s'interdisait rien, ou que ce soit dans la narration, qui était clairement hyper éclatée, ou dans le découpage, de temps en temps, on faisait du storyboard à côté l'une de l'autre, et puis en fait... voilà, il n'y avait aucune continuité, on partait dans une direction, puis d'un coup il y en a une qui si on faisait ça, s'il y avait un poney là, ok, on va mettre un poney. Et c'était vraiment comme un jeu d'enfant, quoi, je pense. Échoulienne, l'écriture et la réflexion autour du film au départ. Il y a même, on va continuer pour l'instant, il y a même quelque part une cruauté dans Échoulienne qu'on pourrait rapprocher, je ne sais pas d'une cruauté d'enfant, mais un petit peu quand même. Oui, d'une...
Oui, je pense d'une espèce d'insolence aussi enfantine. Enfin. On va juste regarder pour que vous ayez une idée, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Julienne, juste la bande-annonce. On va continuer à faire le chose. C'est intéressant ce que tu disais. Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous avez vu et Julienne et L'heure de l'ours. J'ai l'impression, c'est quoi? C'est deux écritures complètement différentes. Là, on parle vraiment au niveau de l'écriture mots. Ah, super, merci. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est avant tout des écrire mots, comme tu dis, c'est des dessins. C'est quoi, toi, ton processus créatif? À chaque fois différent, hein, puisque Cerise Lopez pour Julienne, John Akrovzik pour L'heure de l'ours. Ça se passe comment? Oui, alors, depuis le début, je pense que voilà, nous, on vient de l'école donc des Arts Déco. Hein, on avait notamment Florence Miaille comme prof. Et c'est pas une école où on nous apprend forcément à tout faire bien, toutes les étapes de l'animation, de A à Z, le storyboard de l'animation, avant ça, le scénario. Et donc, en gros, moi, j'ai appris au fur et à mesure un peu... Enfin, non pas appris, mais j'ai un peu bricolé ma manière de travailler en fonction de ce qui me convenait. Et donc, il se trouve que Julienne, on était encore bien en sortie d'école. Donc, on s'est dit, une animatique, ça sert à quoi? En fait, ça sert à rien. Donc, on n'a pas fait d'animatique. On a fait un demi-storyboard, je crois. Et en fait, voilà, on s'est jeté dedans très confiante, en se disant qu'on allait y arriver comme ça. Alors, au final, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu quand même quasiment une vingtaine de minutes de rush qu'on a viré, ce qui, pour de l'anime, c'est conséquent. C'est la moitié du film. Et donc, bon, voilà, il y a quelques écueils que ensuite j'ai voulu éviter sur L'heure de l'ours, parce que, enfin, on peut pas dire que c'était une perte de temps, parce que Julienne, c'était vraiment une manière de travailler qu'on a voulu comme ça, c'est-à-dire qu'on voulait pas être dans quelque chose qu'on aurait trop bien bordé du début à la fin, qu'on aurait trop bien connu, et qui en quelque sorte aurait annihilé aussi. Enfin, on s'emparait d'un conte qui était pas de notre culture, qui était une légende même, enfin vraiment une cosmogonie qui n'était pas la nôtre, et on a vraiment beaucoup lu, et lu aussi sur la manière de raconter ces contes-là par oral, etc. Et ça a influencé notre manière de travailler, je pense, sur Julienne, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait tous ces choix-là. Mais c'est vrai qu'à la fin, on en a un peu bavé sur la toute fin du tournage, sur le dernier tiers peut-être. Et sur L'heure de l'ours, je m'étais dit, là, je vais être toute seule, parce que quand on est deux, ça va. Il y en a toujours une pour insuffler un peu d'énergie à l'autre quand ça va plus. Mais tout seul, c'est quand même plus difficile. Moi, sur la Veuve Caillou, qui était mon film de fin d'études, j'avais eu des petits moments de traversée du désert. Et je m'étais dit, bon, essayons un peu de voir si ce qu'on nous dit est quand même peut-être pas un peu justifié, quoi. Donc j'ai travaillé avec une scénariste qui s'appelle Johanna Kravzik, qui est en fait devenue une amie, et qui était aussi, que je connaissais un peu avant. Et avec Johanna, on a bâti le scénario de façon très intuitive, c'est-à-dire qu'on avait en gros, le scénario s'est inspiré au fur et à mesure de mon petit garçon qui grandissait et qui faisait des colères de plus en plus intenses. Et ça nourrissait en continu donc, le scénario. Et c'était un peu un jeu pareil, c'était une espèce c'était comme si Johanna faisait une jolie petite montagne de cubes, là, bien empilés les uns sur les autres, puis que moi j'arrivais, je faisais comme ça, et elle réempilait autrement, et à la fin ça a donné une forme de scénario qu'on a déposé aux différentes aides, parce qu'il faut bien en passer par là pour faire un film. Et cette forme de scénario-là, on ne l'a pas arrêtée. On s'est dit, ça va être ça là pour les dossiers, mais ce n'est pas interdit de réouvrir une fois.
qu'on aura réuni les sous. Et donc, en gros, je suis partie à Cyclique avec ce scénario. Et il se trouve que j'avais fait une animatique également. Donc, c'était quand même... ça a une énorme vertu, c'est que pour tout ce qui est rythme, je pense que ça a énormément aidé le film. Mais j'avais arrêté l'animatique aux 2/3. J'avais pas le dernier tiers du film. Et j'avais... Dans ma tête, j'avais la certitude qu'il ne collait pas comme il était au scénario et au découpage. Donc j'ai attendu d'être à Cyclique. Et à Cyclique, c'est notamment des discussions avec Cerise, qui travaillait sur le film en tant que peintre, coloriste, qui m'ont beaucoup aidé à déverrouiller tout un tas de choses sur la fin du film. Parce qu'au départ, j'avais vraiment prévu une assez longue chorégraphie sur la musique. Mais Cerise m'a dit, mais on va s'emmerder en fait. Et en partant de là, en fait, j'ai vraiment, elle a exprimé une chose que je n'arrivais pas à formuler clairement, et ça a déverrouillé, voilà, la fin du film. Alors, je vais essayer de sortir de là. Désolé, mais tout était bien mis, mais évidemment. On va regarder juste, on va pas regarder, on va essayer de trouver un PDF que tu nous as donné sur le dossier de Tchoulienne, ici à Fontevraud. Tu te souviens du dossier Fontevraud que tu avais envoyé? C'est intéressant toujours de voir les dossiers, de voir comment vous les travaillez ensuite. Hop. CTRL-L, c'est parti. Hop. Ok. Normalement, il marche. Bon, le raccourci ne veut plus marcher. CTRL-L, normalement, c'est bien important. Décidément. Alors, ouais, tu peux nous parler un peu de ce dossier, Julienne, on le voit quand même à l'écran, même si on ne le voit pas en grand écran. Ouais. C'était très succinct. Et j'ai l'impression, mais on va retrouver ça dans une fugue, puisque j'ai eu la chance de regarder le dossier, que je vous montrerai évidemment tout à l'heure. On a l'impression, et je ne sais pas si c'est... Il y a le côté enfantin, mais alors je ne sais pas si c'est enfantin, là on va sortir un peu de ça, mais on est beaucoup sur des impressions, des sensations. Et l'enfance vient aussi, souvent c'est des choses qui reviennent de l'enfance. Là tu nous parles dans ce dossier, tu nous parles de toi enfant, avec ton grand-père qui participe à des expéditions. Il y a quelque chose de très libre, je trouve, dans ce dossier, où il n'y a pas forcément un synopsis, enfin un scénario, il y a quelque chose, il y a beaucoup de lâcher, comme tu dis. Oui, particulièrement dans ce dossier-là, avec Cerise, on avait été au Canada ensemble l'été, peut-être pas l'été juste avant l'écriture du dossier, mais peut-être celui avant encore, et on avait, voilà, on avait été frappés par tout un tas de choses là-bas. On avait été dans les parcs, voilà, et ça, on en a parlé dans le dossier parce que ça nous avait tellement imprégné que c'était quelque chose qu'on voulait faire passer dans le film. C'était cette espèce de présence de la nature à la limite de l'étouffement, quoi. Enfin quelque chose d'hyper intense. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une difficulté peut-être aussi qui traverse, c'est régulier, et je pense que beaucoup la connaissent, c'est que souvent on ne part pas de l'inconnu absolu quand on a un projet de film. Enfin, faut que ça tienne un minimum à cœur, je pense. Et moi, c'est souvent des choses qui m'ont nourri quand j'étais enfant. En fait, c'est souvent relié à mon enfance. Et là, oui, c'était mon grand-père était disparu depuis pas très longtemps, et il a participé dans sa jeunesse, entre autres choses. Il était ingénieur hydrographique. Il avait participé aux premières expéditions polaires françaises avec Paul-Émile Victor. Et il avait fait des relevés de la calotte glaciaire. Voilà, c'était son... C'est pour expliquer, quand on était petit, il nous a beaucoup raconté ces histoires de calotte glaciaire. Tu te rappelles de l'écriture, on ne va pas passer trop de temps sur chaîne, mais quand même, tu te rappelles de l'écriture de Tchoulienne? Je remercie Antoine Lopez pour les photos, même s'il avait passé un petit peu, voilà. Et alors, hop, ça c'est une photo à moi, qui est très mal prise, ça se voit entre les photos d'Antoine Lopez, qui étaient les présentations à l'époque. Les présentations étaient différentes des résidents, et je me rappelle, alors, la photo après est vraiment pas bonne, c'est moi, désolé, mais je me rappelle du fouillis qu'il y avait. Vous voyez en flou, mais c'est pas grave, vous voyez le fouillis qu'il y avait sur la table, avec plein de choses, mais finalement, Fontevraud, c'était surtout de l'amour. Hein. Beaucoup d'amour. Ça a permis quoi, Fontevraud, sans pas trop, non, mais ça a permis quoi
de réunir justement aussi un petit peu ces deux énergies, oui, et oui. de les catalyser un peu. Ouais, vraiment. En fait, on s'est arrivé à un moment assez opportun où on avait dû, je crois, commencer à faire des dépôts de dossiers avec Ikifilm, nos productrices, et où je crois qu'on s'était pris une petite fessée du CNC qui n'avait pas voulu notre dossier et qui nous avait donné tout un tas d'indications de réécriture. Alors, je crois qu'on avait eu un non, mais c'est ça, ça fonctionne comme ça, il me semble, les commissions. Donc, il y avait possibilité de le renvoyer en ayant réécrit. Et pendant un mois, on n'a fait que réécrire. Et ce qu'on a fait d'assez, je crois, utile, alors le CNC, ça n'a pas marché, mais par exemple, on a eu Cyclic, et ils nous avaient vraiment dit que ce document-là les avait aidés à comprendre un peu l'arche narrative du film, on va dire, pour l'appeler comme ça, un peu pompeusement. Mais on avait fait un synopsis détaillé, qui était une sorte de bloc de paragraphes qui vraiment expliquait l'espèce d'errance de ce corbeau et la poursuite avec les chamans. Et donc on avait passé un mois à écrire tout ça, plus à faire des recherches graphiques, et c'était bien intense, mais bien. Je voulais remontrer ça. Tout à l'heure, j'arrivais pas à l'ouvrir, voilà, qui était le scénario de l'Or de l'Ours. Et quand on regarde le scénario de l'Ours, c'est rigolo, il y a plein de profs de scénario qui disent qu'il ne faut jamais mettre gros plan ou des choses comme ça. Et en fait, souvent dans tes scénarios, dans une feuille, en fait, tu mets beaucoup ça. Il y a déjà beaucoup de mise en scène, finalement, évidemment, à l'intérieur du scénario, c'est même dans les mots. J'ai du mal à penser par étapes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le film, il existe déjà un petit peu, même beaucoup dans ma tête. Donc, oui, c'est vrai que Johanna, elle a dû sortir de ses réflexes de scénariste, je pense, pas mal, pour l'écriture de ce texte-là, qui prétend être un scénario, et qu'elle a intégré beaucoup de choses visuelles, notamment, et sonores, directes dans ce document-là. Parce que, en fait, en plus, il n'y a pas de dialogue. Donc, il faut que ce soit un minimum visuel. Il faut qu'on ait un minimum de compréhension de ce que va être le film, je pense. C'est difficile autrement. Oui, donc ça sert par rapport à ça. On va regarder, est-ce que le storyboard, il va y avoir normalement, est-ce que ça non, est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que tu as travaillé le storyboard qui est déjà un beau storyboard, hein, qui est déjà... Je m'étais donné. Ah oui, je voulais vraiment avoir des sous. Ça, c'est le storyboard pour avoir des sous, c'est ça? Ouais. Non, mais le storyboard est tout comme ça, et l'animatique aussi, mais cela dit, c'était le bon choix, parce que comme il y a ce fond noir, en fait, on est très vite... la technique contraint tout un tas de choses, donc en fait, c'était... je ne veux pas me lancer des fleurs, mais au final, c'était une bonne idée de faire comme ça. Au début, c'était, je pense, pas très réfléchi. Et en fait, j'ai tout continué comme ça parce que ça permettait de... surtout à l'animatique, je me suis rendu compte. Pour tous les raccords et tout, ça ne fonctionnait pas pareil que si j'avais eu des plans. Enfin, là, il y a très peu de choses à l'image, en réalité. Donc, là, j'avais tout fait en peinture, ce storyboard. Mais oui, il est allé jusqu'au dernier tiers du film. Alors peut-être pas là, mais... Non, là, je crois qu'il n'y a pas tout à fait, mais donc, et ça, tu penses que c'est vrai, c'est toujours une réflexion qu'ont beaucoup de gens de l'animation. Hein. C'est vrai qu'on a à la fois la chance en animation, mais aussi on est obligé de faire des images. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément les noms d'acteurs ou de choses comme ça qui vont pour les commissions. Là, on parle. En général, évidemment, il faut trouver aussi de l'argent pour faire des films. Et ils disent, au moins, c'est vrai que des fois, on a des images, et c'est vrai que ça peut parler des fois. Énormément. Ouais, je pense que ça dit quelque chose de ce que va peut-être être le film après. Pas toujours, mais ça donne un début de promesse, quoi. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas travaillé le storyboard en même temps que le scénario. Il y a vraiment eu un document scénario, et j'avais un copain qui m'avait dit que, j'ai plus, il avait lu un livre où on disait que quand un scénario était bien écrit, le découpage du film, il allait tout seul. Et là, pour le coup, Johanna avait super bien écrit son scénario parce que le découpage s'est fait très facilement, quoi. Comment, au niveau de la mise en scène, on va voir un extrait. Non, on va pas avoir le temps. Je vois le temps qui passe. Il y a Choulienne, il y a un très beau plan à un moment donné derrière les arbres avec des animaux qui regardent. Cette mise en scène, tu l'as en tête? Les mises en scène, aussi bien la de l'Or de l'Ours que Choulienne, comme tu dis, tu l'as en tête, c'est des choses qui sont très précises. Tu as des références de films où tu te dis, ah bah tiens, je vais faire un film sur l'enfance, je me rapproche de tel film, ou
voilà, je sais pas, il y a des choses comme ça pour la mise en scène qui sont importantes pour toi? Ou c'est très instinctif? Souvent j'ai des références, mais de tableaux ou de peintures, ou pas forcément des références de films. Quoique pour Julian, on avait des grosses références de films. Et je pense que ça vient aussi de Cerise, qui est genre une culture de cinéma qui est très, très importante. Et donc on avait regardé beaucoup de choses. Et ça allait de la leçon de piano à Adventure Time. Enfin, on avait vraiment plein d'inspirations, et notamment pour les mouvements, pour l'animation elle-même, le fait d'animer d'une certaine manière. Après, il y a des choses qui viennent plus instinctivement. Ce plan-là des arbres, il est venu un peu... on voulait cette transition entre le moment... c'est le moment du géant, puis le moment du phoque, en gros. Chapitre géant et phoque. Et en gros, on voulait cette espèce de moment très calme et en même temps un tantinet inquiétant. C'était un peu... je pense que ça, c'était assez instinctif. C'était pas un truc où on s'est dit... on avait telle intention, du coup, il fallait faire comme ça. Ça s'est posé de cette manière-là. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Alors là, on va être sur l'heure de l'ours, on n'est pas forcément sur Julian. Donc je vais découler faire défiler ça. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches? On va dire que les personnages, les quelques décors, on va dire qu'il y a dans le film, viennent assez rapidement, te sont venus assez rapidement. Oui, alors pour l'heure de l'ours, c'est venu assez rapidement. Après, j'ai fait des planches de personnages, de décors et tout ça, parce que là, c'est le dossier de Cyclic. Il demandait ça dans le dossier. Donc j'ai un peu mis au propre des choses que j'avais déjà travaillées avant. Et après, moi, je suis pas quelqu'un de... comment dire, j'arrête pas tout dès le début. Donc les choses ont évolué, c'est-à-dire que ça, c'est clairement pas tout à fait ce qu'il y a dans le film au final. J'avais filé ça à Augustin, qui était l'animateur principal sur le film. Il était un peu accablé, quoi, parce que c'est pas du travail de... Enfin, c'est pas des turns très précis avec toutes les infos. Donc lui, il vient d'une anime plus traditionnelle et il était légèrement désarçonné par tout ça. Donc on a fait tout un travail après, je pense, d'adaptation. Au fil des plans, on gardait des choses. Il y avait des visages que j'aimais vraiment. Et on parlait de la traversée. Je pense que Florence, ça n'a pas été pour rien aussi une prof que j'ai aimée, parce que je crois que j'aime pas quand c'est trop arrêté, j'aime bien quand il y a une énergie dans le moment de la fabrication. Et alors pour Julian, on avait décidé de carrément laisser à chaque animateur et animatrice la possibilité de faire Julian de la manière qu'il voulait. On voulait pas de model sheet, vraiment pas du tout de design de personnage. Et c'était vraiment trop plaisant, parce qu'on découvrait Julian à chaque fois avec chaque personne qui travaillait dessus. Et pour l'heure de l'ours, comme il y avait moins de personnes qui travaillaient en même temps dessus, et puis j'avais un peu subdivisé le film, j'avais filé quand même pas mal le petit garçon à l'animateur principal, et c'était un binôme animateur-stagiaire, donc les stagiaires, je leur confiais d'autres choses qui étaient importantes aussi, mais qui étaient comme ça, j'étais à peu près sûre d'avoir malgré tout une unité. C'était un peu plus important pour l'heure de l'ours que pour Julian, je pense, d'avoir un petit peu de cohérence. On va avancer un tout petit peu. Et... oui. Alors, voilà le synopsis. Court. Très court, en effet, mais je voulais vous le montrer, qui est dans le dossier, qui est du prochain film. Voilà, vous avez le prochain film, le prochain court-métrage d'Agnès Patron. Tu nous en dis un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'une idée, tes frères et sœurs sortent par la fenêtre de leur chambre pour gagner La Forêt c'est merveille. Moi qui ai eu la chance de voir le dossier, j'ai l'impression que tu voulais avoir encore plus de liberté dans ce film-là que même peut-être Julian. Je parle là au niveau visuel, enfin dans ce qu'on va voir, au niveau narratif, pardon, que Julian et l'heure de l'ours. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Ouais. Non, je pense... les rencontres sont axées sur les projets à venir, donc... C'était ça que j'avais dans mes petites réserves. Et oui, je pense qu'en tout cas, la manière dont j'ai commencé à écrire ce film, c'est très, très instinctif. Comme comme tout le monde, on a été confinés pendant 2 mois. Moi, ça a été avec 2 enfants en bas âge. Et je les ai énormément... regarder vivre et regarder grandir, et ça m'est pas venu tout de suite, mais je les ai beaucoup dessinés pendant qu'on était confinés, et voilà, il y a quelques mois, j'ai eu
la possibilité de peindre et d'avoir accès à un espace où je pouvais un peu m'étaler. Et j'ai fait plein d'images et au départ, je ne savais pas très bien si ce serait un film ou pas. Et en fait, ça s'est articulé. Il y a une rythmique qui est venue, une musique qui est venue aussi voilà, avec, et un texte que j'ai écrit qui, pour l'instant, n'est pas du tout un scénario, mais sur lequel Johanna travaille activement, justement, pour tirer les fils de tout ça. Là, on voit quelques-unes des recherches que tu as mis dans le dossier. On parlera un petit peu à la fin. C'est un dossier que tu as présenté. C'est pas juste un début de projet, parce qu'il a été présenté. Tu l'as présenté au CNC, etc. Les deux projets dont on va parler ont été présentés au Fonds d'aide à l'innovation, et ça nous a arrangé. En fait, on l'a pas eu, parce que sinon on n'aurait pas pu en parler aujourd'hui, parce qu'il y a l'anonymat. Ouais. Les deux ont été recalés, c'est pas très grave, mais ça nous permet d'en parler aujourd'hui surtout. Ce qui est pas mal, comme quoi. Ouais, c'est très bien, on les remercie. Dans le dossier, vous le verrez pas, mais dans le dossier, tu as écrit, c'est un texte. Enfin, c'est pas un scénario. Là, on sent vraiment que c'est des mots. C'est important pour toi d'un seul coup de coucher aussi en mots. Encore une fois, j'ai l'impression que les mots sont quand même importants. Encore une fois, le travail avec Johanna, etc. Tu as besoin de ça. Pas que des images, comme des fois en animation, c'est surtout les images. Là, j'ai l'impression que tu as besoin des deux. Il y a entre les deux. Il y a les deux. Et ce texte-là, on peut le rapprocher de l'espèce de frise qu'a fait Florence de son film. C'est-à-dire que c'est une espèce de déroulé du film tel qu'il serait dans ma tête, rythmiquement et avec les actions que j'imagine du film. Mais voilà, je comprends aussi qu'avec un dossier comme ça, c'est pas tout à fait, c'est pas évident de se repérer, quoi. Il y a pas de séquence, c'est vraiment un texte écrit qui tient, je sais pas tellement de quoi, mais voilà, entre une poésie, entre un poème, un texte très sensoriel. Enfin oui, voilà, c'est un mélange. C'est couché, mais ce que je voulais voir exister dans le film. L'une des questions. Xavier nous a dit, tiens, ce serait intéressant justement de voir, et il en a parlé un tout petit peu aussi sur qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'animation. Et j'ai l'impression, quand je regarde, et on va regarder quelques images de Choulienne, qui était à l'époque Maître de l'Or de l'Ours, ce que j'ai appelé making of, mais en tout cas, voilà, la manière de travailler, que toi, l'important c'est de rester sur des choses matérielles, organiques, papier, on va le voir de nouveau pour l'Or de l'Ours, de la peinture, et que finalement, tu utilises évidemment l'ordinateur pour certaines choses, mais que tu as vraiment besoin de rester sur des choses très traditionnelles en animation. C'est un mélange des deux, parce que l'ordinateur, il nous sert tout le temps, mais c'est vrai que pour ce qui est de la fabrication et d'avoir quelque chose devant soi, je trouve plus agréable d'avoir du papier que ma tablette Cintiq. Après, on en a besoin. Donc l'anime de l'Heure de l'Ours, on l'a faite sur TV Paint, sur Flash, et après... Donc il y avait une deuxième étape où on peignait cette animation-là. En fait, on la vidéo projetait sur le papier noir et on la peignait. Pour Choulienne, on faisait le compositing sur le banc titre. C'était encore une autre paire de manches. Mais en gros, on faisait les masques des personnages, qu'ensuite on vidéo projetait sous les personnages. Enfin bon, c'était un processus un peu compliqué. Mais en gros, l'un sans l'autre, ça ne marcherait pas. Mais oui, peut-être parce qu'aussi on a été porté vers ça depuis le début à l'ENSAD, et parce que ça me fait peut-être un peu plus peur aussi, le pur numérique, je maîtrise peut-être moins bien aussi. Donc naturellement, je vais essayer de faire d'abord des images sur papier, et puis après, on les numérise. On parlait du côté ludique tout à l'heure et enfance. C'est Lucas Malbrin. Tu nous parlais un petit peu de cette image. Oui, on a été dans les bois à Château-Renaud. C'était pas très loin, c'était avant un barbecue chez Boris Labbé. On avait été, en fait, il fallait qu'on filme une course-poursuite dans la forêt de Choulienne. Donc on avait embarqué Lucas, qui était à l'époque notre stagiaire, et on l'avait fait courir dans les bois avec l'aile qui était dans la photo d'avant, là, qui est fabriquée, et on avait fait des vidéos de ça. Parce qu'il y a un mélange dans Choulienne, il y a de la prise de vue aussi qui est reprojetée sur du papier. Et ouais, on s'était bien amusés, comme des petits enfants. Donc là, on voit une anime de Choulienne. Ça, c'est le géant animé par Cerise.
Et c'était, voilà, il y a différentes. On rétroéclairait le papier, ce qui fait qu'on travaillait tout sur des couches séparées, comme des calques Photoshop. Hein. Et tu nous as parlé un tout petit peu, on va voir quelques images, s'ils veulent bien se mettre, de l'or de l'ours. Si tu veux nous parler un petit peu de la, quand même technique, on a beaucoup parlé d'autres choses, mais technique. Là, c'est la vidéoprojection qu'on voit, et les mains qui repassent, on repassait au crayon. Donc on redessinait au crayon. Là, c'était les images de. J'avais fait des tests d'anime avant de faire le film. Donc là, c'était moi, et j'avais tout mis sur le même plan, les herbes, le gamin, tout. Après, dans le film lui-même, on a subdivisé. On a fait des calques en produit inversé. Enfin voilà. Et en gros, il y a un petit vidéoprojecteur qui est à l'aplomb du papier noir, et puis il n'y a plus qu'à recopier. C'est facile. Non, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de plus en plus, et peut-être l'une des choses qui a changé, je ne sais pas, c'est aujourd'hui on utilise justement les outils informatiques, TV Paint, enfin, etc., les logiciels, et ensuite, pour de plus en plus de films se font, on fait d'abord l'anime voilà, dans des logiciels, et ensuite on l'imprime. Et on retravaille l'animation, on la salit, donc on passe d'abord par ça, et c'est peut-être ça qui a changé aussi. Je me rends pas compte parce que je crois que j'ai pas connu l'avant, quoi. Mais en tout cas, je trouve ça assez réjouissant qu'on fasse plein d'expérimentations. C'est toujours. Tu parles de l'enfance, moi, c'est un truc très ludique, je trouve, d'arriver à trouver une. En plus, ça convoque. Moi, pour l'heure de l'ours, c'est finalement Lucas qui était stagiaire sur Julian, je cherchais une manière de faire simplement cette aquarelle sur papier noir, qui m'a dit mais utilise les petits picoprojecteurs qu'on avait sur Julian, puis tu projettes l'image. Voilà. Et il a travaillé aussi sur Noir Soleil là, de Marie Larrivée. Je crois que Marie, ils imprimaient et ils repeignaient. Donc oui, on fait pas mal ça. Alors il y a peut-être aussi le picoprojecteur, c'est un truc qui n'existait pas il y a quelques années, quoi. Enfin, quand on a fait Julian, ça commençait à arriver un peu. Et ça, c'est une belle invention. Donc c'est des petits changements. On a l'enfance, elle est sur plein d'autres choses. Hein. On aurait pu vous montrer, vous regardez. Agnès a fait quelque chose, a fait des animations. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. On va y arriver. Je vous promets, on va y arriver. Tu peux nous parler donc. Elle a fait des oui. Elle a fait des animations. C'est Jamais, c'est ça que tu veux montrer. Voilà, Jamais, en fait, qui est d'après Peter Pan. Ouais, c'est un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Jérémy Sontag qui m'avait contacté pour faire dans la technique qui était celle plutôt de mon diplôme, donc à l'encre de gravure sur verre. Faire des images qui ont été mappées ensuite et projetées en fond de scène sur un tulle noir pendant une pièce de théâtre qui s'appelait Jamais, qui était une adaptation de Peter Pan de James Matthew Barrie. Et l'ordinateur vient, parce que tant qu'à faire, autant avoir tout. J'espère que ça va vous permettre pour les prochaines. Il vient de lâcher. Écoute. Complètement. Je ne sais pas si on me remboursera. Je suis absolument désolé, c'est assez étrange. Il ne veut plus répondre du tout. Il a chaud. Il a peut-être chaud. Ouais. Merci Sébastien. Donc, était de Peter Pan. C'est dommage, je voulais vous montrer. J'espère que vous allez. Je vais le rééteindre et le rallumer. Peut-être que ça va servir. Je voulais montrer à ce moment-là oh, c'est joli. Il y a un moment qui est extraordinaire dans l'heure de l'ours. Enfin, il y en a plein. Si. Mais il y en a un que moi j'adore, je suis déçu de ne pas pouvoir vous le montrer, j'avais fait extrait, c'est le moment de danse justement. On parlait un tout petit peu, qu'à un moment donné où il y a toute l'énergie, toute cette espèce de rébellion comme ça qui sort. Comment elle est venue parce qu'on va passer, parce que le temps passe, on va passer à la musique. C'est quoi? C'est la musique qui a apporté ça? Comment s'est fait travailler avec Pierre Oberkamp, avec qui tu travailles depuis le début? Comment s'est passé ce moment, ce travail-là? Je voulais que la musique existe avant le film, donc on a enregistré la musique en amont de la fabrication des images. Et je voulais pouvoir reproduire un peu cet exercice qu'on avait eu aussi aux Arts Déco. J'ai un petit syndrome de Stockholm, mais en gros, on avait eu un exercice d'animation sous caméra
où on devait se caler sur une musique, et j'avais vraiment adoré cet exercice. Et je trouve que, enfin voilà, bon, en animation ça se fait souvent d'ailleurs, hein, c'est pas qu'un truc d'école, mais c'était quelque chose que j'avais envie de refaire là pour l'heure de l'ours. Et ça a beaucoup, oui, les mouvements se sont calés sur cette musique. Après, Cerise qui maintenant danse beaucoup, m'avait donné plein de références de chorégraphie. Et moi-même, j'avais été chercher tout un tas de choses aussi. Donc, et on avait cherché des choses sur la colère notamment. Donc, je pense que c'est. Allez, ça a l'air d'être bon. Digestion. On va juste regarder un tout petit peu quand même pour ce moment. Alors peut-être pas regarder en entier, mais 2 minutes de l'heure de l'ours. Ce moment-là. Ouais, c'est dur, je sais. Oui, je sais. Je suis comme vous, hein. Cette scène, elle est incroyable parce qu'en fait, pendant tout le long du film, j'espère encore une fois que vous avez vu l'heure de l'ours, c'est un petit garçon qui essaye absolument d'avoir l'attention de sa maman qui, elle, regarde ailleurs, et cet ours va lui donner l'attention. Enfin, on ne sait pas trop d'où il vient, mais en tout cas, cet ours lui donne l'attention parce qu'il va, voilà, il caresse sa mère le rejette un peu, alors que l'ours, lui, au contraire, va réagir. Cette caresse, il y a tout un jeu comme ça. Et là, il y a ce moment de libération totale donc des enfants par rapport à un ordre préétabli, on va dire. Comment c'est venu cette scène de danse? Encore une fois, là tu nous l'as déjà expliqué par rapport à la danse. Encore une fois, voilà, on va montrer quelques extraits. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette scène-là exactement et sur comment Pierre a travaillé, comment vous avez travaillé ensemble, comment vous travaillez ensemble? En fait, donc il y avait une musique. Il a composé des ostinati, Pierre, donc c'est des formes très répétitives de musique. Et Marie Larrivée s'en était servie d'une pour Proxima B, qui est un film sur la musique de Pierre, pas un clip. Et cette musique-là, moi, je la visais aussi, donc j'étais un peu jalouse, quoi. Mais donc je lui ai demandé d'en recomposer une pour le film. Et non, en fait, ça se justifiait vraiment parce que cette colère enfantine, nous, on la vivait complètement à travers donc, notre fils, et on voyait à quel point c'était quelque chose qui s'enroulait sur soi-même. Puis ça ne s'arrêtait plus. Et donc cette forme musicale se prêtait parfaitement à ça. Et après, on a travaillé, on a été à la Chaise-Dieu, là où on avait été aussi pour la musique de Tchoulien. C'est donc il y a un auditorium là-bas, il y a une aide de la SACEM pour tous les gens qui font du court-métrage et qui ont envie de mettre de la musique dans leur film. Cette aide, elle est géniale. C'est 5 jours de résidence avec des musiciens. Donc ça, c'est Pierre Oberkampf. Oui. Avec des musiciens dans un auditorium qui a une acoustique incroyable, avec un ingénieur du son formidable, et donc on enregistre de la musique acoustique, et on a 5 jours comme ça qui sont des journées d'expérimentation aussi, parce qu'on n'a pas que enregistré des petites partitions qu'on avait écrites avant. On a fait plein de tests de textures sonores, plein d'enregistrements de tout un tas de choses. Le thème au violoncelle, quand on entend dans l'heure de l'ours,
Pierre m'a rappelé, parce qu'on lui demandait des docs pour la présentation, qu'en fait, il l'avait composé la veille de l'arrivée à la Chaise-Dieu. Donc en fait, voilà, c'était une résidence, c'est une résidence qui est géniale parce qu'elle laisse une grosse part aussi d'improvisation. Et on a beaucoup... en fait, on était 5 jours là-dedans, quoi. Après, moi, j'étais très silencieuse, hein, parce que je ne suis pas musicienne. Donc, je donnais les intentions et je disais quand ça m'allait. Mais rien qu'à les entendre, en fait, au moment où ils enregistraient. Et on n'enregistrait pas un orchestre philharmonique, donc il n'y avait pas le rendu définitif du film. On était en multipiste. Mais déjà, rien que ça, c'était un plaisir intense, quoi. On doit se dépêcher. Je voudrais juste quand même savoir, parce que on en a parlé un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, et tu te dis, est-ce que ça va être compliqué par la suite? Et le César est attribué à Agnès Patron pour L'Heure de l'Ours. Juste Juste un petit garçon qui dans la nuit suit fasciné et inquiet les dérèglements permis par l'obscurité. Je pleure comme une grosse... Non, mais c'est un moment émouvant. Il est sur Internet, je vous conseille de... J'embrasse Ron, quoi. Vraiment le truc bizarre. Non, mais il se passe rien, c'est un énorme blanc. Hein. Tu m'as dit, ça a été très compliqué. Après, il y a eu Cannes, il y a eu les Césars, et d'un seul coup de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, c'est compliqué. C'est comme quand on a 20 sur 20 à une dictée, quoi. Il n'y a plus rien derrière. C'est un peu bizarre, mais c'est une espèce de en soi, c'est même pas un truc qui comment dire, qui a une, ça a une certaine valeur, c'est une reconnaissance, etc. Mais bon, on sait très bien que c'est pas. C'est pas, mais ça vous tombe un peu dessus là, c'est lourd en plus, donc 3,6 kg sur la tête. Et puis après, les gens nous demandent ce qu'on va faire après, si on a des projets, si on va faire un long métrage. Et en fait, moi, c'est arrivé à un moment où je m'occupais surtout de ma fille qui avait des bronchiolites à répétition et je n'avais rien en tête. Donc, je me suis sentie comme si on m'avait filé ce truc-là et que je le gâchais, quoi, que ça aurait servi à quelqu'un d'autre pour mener une carrière grandiose, quoi. Donc, c'était un peu... il y a eu 2 mois derrière où... Mais en même temps, ça a eu une vertu, c'est que peut-être que comme les gens me demandaient ce que j'allais faire, peut-être que ça m'a quand même un peu questionné sur ce que j'allais faire. Donc après, mais sur le moment, c'est une super joie. Ma grand-mère, elle a regardé la télé, elle était toute contente et tout. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait un petit effet qui se coule après coup, qui était. Ouais, je montrerai pas plus, mais voilà. Et après, il y a ça. Ouais, ça, c'était déjà fini. C'était déjà fini. 近時喺大陸，個個後生仔都想偷到。我哋個個都聽講話，香港係一個有自由嘅地方。係好危險嘅。 亦都唔係好多人走得甩。Alors, Freedom Swimmer, on va parler quelque chose d'un peu nouveau, qui sont des 2 rencontres. On va parler de ça, qui est fini, et d'une série très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà, on va quand même parler de ça. Ces 2 rencontres, et qui t'amènent vers un cinéma un peu plus politique, qui va vers un peu autre chose en tout cas que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent pour toi. Et en fait, ça m'amène vers le documentaire, en réalité, parce que c'est 2 réalisatrices de documentaires. Donc Freedom Swimmer, c'est une réalisatrice australienne qui s'appelle Olivia Martin-McGuire. Pour contextualiser, elle a très longtemps vécu en Chine et elle était très proche de tout un tas de personnes qui ont participé aux luttes qu'on connaît, nous, en lisant les journaux et par la radio, donc pour Hong Kong. Et en fait, elle a recueilli plein d'histoires, notamment celle d'un... Enfin, non. Elle a recueilli plein d'histoires qu'elle a amalgamées d'une certaine manière parce qu'il fallait garder l'anonymat des personnes protéger tout un tas de sources dans un documentaire qui raconte la traversée d'un père et de sa fille au temps de Mao. Ils ont traversé le bras de mer entre la Chine et Hong Kong, donc pour aller se réfugier à Hong Kong. C'était quelque chose qui avait cours et où il y avait des millions de morts. Il y a eu des millions de morts au cours de ces traversées. Très peu réussissaient. Mais donc, elle raconte cette traversée-là et qu'elle met en parallèle avec donc le grand-père raconte son histoire à sa petite fille, qui, elle, est investie dans les luttes. Et elle voulait que les souvenirs soient racontés en animation. Et elle a vu L'Heure de l'Ours et
elle voulait que ce soit cette technique-là, donc on a pu réunir l'équipe, c'était assez rigolo, et on a tourné ça assez rapidement et pendant le 2e, 3e confinement. Pendant le confinement, c'est ça. Donc il y a 3 parties, une partie un peu plus fiction, enfin complètement, hein, le grand-père qui parle à sa petite fille, la partie donc où il raconte son passage, et des images qu'on a vues d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong. Ouais. C'est quelque chose, toi, qui te parle évidemment, c'était de la commande, mais c'était aussi quelque chose d'important. Oui. On parle de rébellion, qui est autre évidemment que celle de l'heure de l'ours, mais qui est quand même une rébellion. C'est quelque chose qui t'intéresse d'aller vers ce courant plus documentaire, politique, justement, plus engagé? De fait, c'est passionnant parce qu'on rencontre des personnes qui maîtrisent leur sujet, connaissent tout un tas de choses. Elle était dans une exactitude historique. J'avais une documentation hyper détaillée. Et c'était vraiment c'était passionnant comme travail. Et puis, c'est des personnes qui, elles-mêmes, sont extrêmement engagées. Donc, ça pose des questions. Je me considère peut-être pas... non, je veux dire, je suis pas engagée pour une cause de manière hyper précise. Et je trouve que ça questionne de travailler avec des personnes comme ça. Et l'autre projet qui est avec Sophie Nivelle-Cardinal, qui est une journaliste qui a couvert la bataille d'Alep et qui a fait un documentaire sur les prisons de Bachar el-Assad, qui connaît extrêmement bien le Moyen-Orient et qui voudrait parler des premières révolutions arabes. Et tout ça, moi je me sens un peu toute petite face à ces personnes, mais comment dire, c'est vraiment un échange, et moi je découvre plein de choses, et j'essaye d'être le plus juste possible par rapport à ce que je ne connais pas de prime abord, quoi. Pour ce projet, je sais que tu n'es pas trop fan du titre, Papy et Mamie ont fait la révolution, qui est un titre en effet qui pourrait peut-être être changé. Mais comment ça s'est passé? Elle t'a donné des interviews, des entretiens qu'elle a fait? Parce qu'en fait, pour tout dire, pour raconter un petit peu quand même très rapidement, c'est des gens qu'elle a rencontrés. Elle s'est rendue compte que c'était des papiers et des mamies aujourd'hui, mais que c'était des gens qui faisaient partie de l'OLP, de grands mouvements palestiniens, alors, souvent déclarés terroristes, etc. Mais en tout cas, d'avoir ça et de se rendre compte qu'on les lâchait un petit peu des fois, une fois qu'ils étaient dans des problèmes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des gens qui se sont rangés, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils expliquent pourquoi, ils expliquent leur lutte, qui les habite encore. Et c'est moi, la matière que j'ai eue pour répondre à ta question, en fait, Sophie, qui connaît très bien toutes les régions dans lesquelles se déroulent les différentes interviews, parce que c'est une espèce de carte du Moyen-Orient, elle me donnait des couleurs, elle me donnait des sensations, elle me donnait des images de végétation, etc., mais plus par oral, en fait. C'était des longues discussions au téléphone. Et ensuite, moi j'essayais de faire ces images-là. Après, j'ai réuni de la doc aussi de mon côté, et elle m'a passé les interviews qui sont des longues interviews de ces personnes. J'avais la voix, et j'écoutais aussi les références musicales. Il y avait Férouz. Voilà. Donc oui, Férouz, que vous avez entendu au début, dont il parle. Est-ce que, et on a presque fini là, est-ce que ces deux projets, tu te sens toi dans l'obligation par rapport évidemment à Hong Kong, là, au Moyen-Orient, enfin Proche-Orient, pardon, est-ce que tu te sens justement, comme tu dis, le besoin de regarder, ça te plonge finalement dans ce qui se passe aussi, alors, non pas que tu le fasses pas avant, mais en tout cas là, dans ce qui se passe autour du monde, pour justement tenter d'être le plus juste, comme tu dis aussi. Oui, je pense que je l'ai toujours fait, et que voilà, c'est juste que là, ça me donne peut-être l'impression d'avoir un peu plus une part active à tout ça, à travers le documentaire. Il y a quand même une volonté d'aborder les choses avec un certain regard, une certaine distance. Donc, je crois que ça me correspond un peu. Et voilà, pour l'instant, c'est assez plaisant à faire. La famille, c'est important. Je vais conclure, moi, par ça. Si, oui. Non, j'ai l'impression, on ne va pas montrer, il y a un extrait de La Veuve Caillou, tu en as parlé un tout petit peu, tu l'as fait seul quasiment. Il y a Pierre à la musique, mais seul. Ouais. Et j'ai l'impression que maintenant, tu as toujours besoin d'avoir un co-scénariste, ou des gens avec qui travailler. Et tous les films sont aussi, même les deux derniers qui ne sont pas de toi, parlent aussi quelque part de la famille. C'est précieux. Enfin, moi, je crois que voilà, on s'est forgé des amitiés qui sont extrêmement précieuses, et des regards aussi sur son travail. Enfin voilà, moi je pourrais plus retravailler seule, je crois pas. Allez, je finis par une phrase pour rendre hommage en plus
Jacques Drouin, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était évidemment un grand monsieur. On a parlé de l'écran d'épingle, Jean-Baptiste Garnero pourrait en parler très très bien. Donc Jacques Drouin dit, c'est une lettre, et je voulais juste, parce qu'on voulait parler à la fin du dossier, de la complexité du financement, la complexité de ne pas avoir le FAIA, enfin, etc. On ne va pas trop, et il écrit une lettre à quelqu'un qui est assez important, qui s'appelle Norman McLaren, qu'une partie d'entre vous, évidemment, vous connaissez. Il dit « Jacques Drouin est certainement doué, son don convient à l'écran d'épingle. Il dit dans sa lettre qu'il espère avoir la commande du film Board, donc l'ONF, pour un vrai film. Nous souhaitons que cette possibilité lui soit donnée. Je crains qu'on lui demande de raconter une histoire. Ça m'est arrivé avec Le Nez, ça m'a beaucoup gêné en rendant le film artificiel. Je pense que l'artiste doit faire ce dont il a envie, quand il en a envie, et je serais heureux si cette possibilité est donnée à Drouin. Il aurait ainsi la chance de faire un film poétique. Je me rappelle qu'il y a une tendance au film board d'exiger une histoire. J'espère que depuis 2 ans, la vue nouvelle qui demande des films sans sujet littéraire est devenue assez évidente pour permettre à Drouin de faire un film moderne dans ce sens. Est-ce que tu as l'impression que on oblige un petit peu trop souvent à raconter absolument une histoire? Et je trouve que des fois tes films, il y a une fugue à un côté, on l'a raconté, enfin très rapidement, ces 2 enfants qui s'enfuient dans la forêt, qui vont découvrir des choses magiques. On ne sait pas trop encore, on ne va pas trop en dire, tu es au début. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Est-ce que des fois, tu auras envie d'avoir plus de liberté par rapport au dossier, par rapport à tout ça? Forcément, je pense qu'on est plusieurs comme ça. Après, c'est le jeu, on s'y plie comme on peut. Et puis, je pense que ça évolue aussi. J'ai l'impression que ça a évolué depuis Tchoulienne. Après, peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que, par exemple, le fonds d'aide à l'innovation, je pense qu'au moment où j'ai déposé l'heure de l'ours, moi je l'avais eu, il y avait peut-être il y avait moins de dossiers et peut-être que cette espèce de liberté était plus de mise à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant ou pas. Là, il semblerait qu'il y ait énormément de dossiers qui soient déposés. D'ailleurs, à la première session, donc quand on est recalé, il n'y a aucun retour qui est fait. Ça, je pense que c'est une chose, il y a des gens du CNC ici qu'il faut absolument changer parce que c'est essentiel d'avoir des retours, même s'ils sont contradictoires, même si on ne comprend rien à ce qui est dit, parfois c'est le cas avec les retours du CNC, mais je crois que ça aide quand même. Et donc, on verra s'il y a des aides qui peuvent exister pour des trucs opaques. Ouais. On a le président de la commission FAIEM, on ne va pas lui faire ça maintenant. Je sais qu'il est dans la salle, mais on ne va pas lui demander de faire ça maintenant. C'est fini, en effet. On a une question d'Antoine Lopez ou pas? Oui. Enfin, surtout, oui. Pas de questions? Regardez, il y a Pierre. Non? C'est plus cahier. Merci beaucoup, Agnès.